monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un update lecture. J'ai lu dernièrement 6 livres. En général, quand je vous tourne ces vidéos, je vous parle de mes 5 derniers livres lus. Alors, si je suis pas trop longue, je vais essayer de faire tenir 6 livres dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a 2 livres sur Noël et j'ai pas envie d'en parler fin janvier. Voilà. Alors dans l'ordre, je vous dirai ce que j'ai pensé du 3e et dernier tome de la trilogie Lady Hélène. Je vous donnerai mon avis sur le premier tome de l'Assassin Royal, bien qu'à mon avis, si vous avez vu l'un de mes derniers vlogs et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que j'en ai pensé. On parlera de la réédition du Philippe Pullman, La mécanique du diable. Je vous donnerai mon avis sur le Noël aux Ors. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du Sel de nos larmes parce que ça y est, je l'ai enfin lu. Et puis si toutefois j'ai encore un peu de temps devant moi, je vous dirai ce que j'ai pensé du livre La vie est belle et drôle à la fois. Je commence avec le premier livre. Le premier livre, c'est le tome 3 de la trilogie d'Alison Goodman, Lady Hélène, et c'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai eu à l'époque un coup de cœur pour le premier tome, un coup de cœur pour le tome 2. Je m'attendais à terminer en apothéose cette trilogie et j'ai pas eu de coup de cœur pour le tome 3. Mais ça reste indubitablement une excellente lecture et une trilogie géniale que je conseille à tous. Je trouve ça incroyable qu'on en ait aussi peu entendu parler. Ce que j'adore en fait dans cette lecture-là, c'est le mélange des genres. Alison Goodman nous a pondu une espèce de truc qui mélange à la fois le genre historique et le genre fantastique. Et ces deux genres s'entremêlent mais à merveille. Il faut savoir que l'auteure, elle est passionnée par toute la période historique que couvre la Régence. Donc c'est l'Angleterre victorienne. Et elle nous a inventé un univers absolument incroyable avec une mythologie qui lui est propre, un bestiaire qui lui est propre aussi. Et on va découvrir dans toute cette histoire Hélène, qui est du coup une jeune lady qui va débuter une saison dans le but clairement affiché de se trouver un mari. Elle est orpheline, ses parents sont morts lorsqu'elle était toute petite et depuis elle vit chez son oncle et sa tante et elle va se découvrir un peu du jour au lendemain une vitesse absolument incroyable, une force surpuissante. On nous parle d'abuseurs, on nous parle de termes absolument inconnu autre part ailleurs puisque c'est l'auteur qui a inventé tout ça et voilà, moi je suis tombée complètement sous le charme de tout ce qu'elle a pu inventer. Et ce qui est génial, c'est qu'elle utilise des lieux qui ont réellement existé, des personnages historiques qui ont réellement existé et qu'elle fait intervenir comme ça en tant que personnage secondaire dans cette histoire. C'est absolument passionnant. Elle se repose sur des journaux qui ont réellement aussi existé à l'époque. Enfin voilà, on a toute une foule de petits détails qui rendent le tout plausible et ça c'est vraiment très chouette, c'est très immersif, c'est bourré d'action, les personnages sont assez attachants dans leur genre. Pourquoi je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce dernier tome qui était encore une fois très bon? Je pense que c'est parce que j'ai laissé passer trop de temps entre la lecture du tome 2 et du tome 3 et j'étais plus dans le bon mood. J'ai attendu 1 an avant de lire le tome 2 et là j'ai attendu 2 ans avant de lire le tome 3 et voilà, c'était trop. Lecture suivante, j'ai entamé la longue série puisqu'elle comporte 13 tomes de Robin Hobb qui s'appelle L'Assassin Royal. Je ne sais pas pourquoi Robin Hobb, j'ai longtemps cru que c'était un homme. Ah si, je sais pourquoi, parce que l'acolyte de Batman s'appelle Robin et que c'est un homme, voilà. Alors, si vous avez envie de découvrir cette série, je vous recommande pas forcément cette édition-là. Je ne sais pas ce que vaut la précédente, mais il faut savoir que cette édition-là, elle a des chouettes couvertures, mais alors par contre le contenu, mais au secours, c'est bourré de fautes d'orthographe, des petites coquilles, des erreurs d'inattention, ce genre de choses, le genre d'erreur qu'on peut absolument pas imputer à l'auteur, mais à la personne qui a relu le livre. Mon Dieu, alors je ne sais pas dans quel état second se trouvait cette personne-là, mais le travail là, éditorial en tout cas, est assez lamentable, hein. Je suis désolée de le dire, mais au bout d'un moment il faut être factuel. Bon, en faisant abstraction de tout ça, j'ai passé un moment de lecture absolument génial. Pourtant, on n'a pas plein d'actions dans tous les sens, c'est assez lent, c'est un tome d'introduction, on nous met vraiment l'univers en évidence pas à pas, on nous présente les personnages qui vont avoir un rôle de plus en plus important par la suite, et notamment notre héros qui s'appelle Fitz, qui est un bâtard, c'est le fils illégitime d'un prince.
qui a vécu ses premières années chez sa mère jusqu'à ce que son grand-père l'empoigne par la peau du cou et le confie à la cour en leur disant eh ben, en gros maintenant vous vous occupez de lui, moi j'ai plus l'argent nécessaire pour ça. Et il va commencer à recevoir une éducation. Au départ on ne sait pas très bien quoi faire de lui, donc on va le mettre dans les pattes d'un homme, pas à tout faire, mais d'un homme qui en tout cas s'occupe des bêtes, donc des chevaux, des chiens, des rapaces, etc. Et au bout d'un moment, eh bien, on va se rappeler un petit peu son existence et on va lui donner une autre sorte d'éducation, une éducation pour devenir un assassin, donc pour devenir un petit peu la main droite du roi, voilà, celui qui agit dans l'ombre et celui surtout et bien sûr qui on peut compter au niveau de sa loyauté, celui qui ne vous poignardera pas dans le dos. Donc Fitz au début du roman est tout petit et à la fin du roman ça devient un adolescent, presque un homme, mais pas encore tout à fait. Et j'ai trouvé eh bien, cette histoire absolument passionnante. J'ai adoré découvrir ce que Fitz a en tête, sa manière de penser, sa manière de s'élever parmi la cour, parmi les puissants. C'est super bien écrit et là je vous parle pas des coquilles, je vous parle vraiment du style de l'auteur. Pourquoi j'ai pas découvert cette série plus tôt? Peut-être que j'ai été assez intimidée par le nombre conséquent de tomes, par le nombre de séries dérivées qui en a par la suite écoulé, mais franchement c'est oh là 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 là, j'avais du mal à reposer cette lecture pour faire autre chose. Et encore pourtant objectivement parlant il se passe pas non plus grand chose, mais j'étais dedans. Et franchement, waouh, vivement que je puisse lire le tome 2. Allez, je vais être plus brève avec le livre suivant parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Je me suis penchée sur La mécanique du diable. C'est écrit par Philippe Pullman. C'est une réédition en hardback faite par les éditions Flammarion. D'ailleurs, je leur dois ce livre. Alors, c'est un récit très court du type un peu nouvelle qui a été publié il y a bien longtemps, je ne sais pas de quand date la première édition, ça date de 96 hein, donc c'est pas tout jeune. C'est illustré, j'aime beaucoup les illustrations. Pour la petite histoire, en fait l'illustrateur c'est celui qui a aussi réalisé les couvertures de la série de Cassandra O'Donnell, La légende des quatre. Voilà, donc je sais pas si vous visualisez de quelle série je parle, mais en tout cas moi j'aime beaucoup sa patte graphique. L'histoire en elle-même ne m'a pas franchement plu, elle est sombre, alors ça se lit très vite, hein, c'est 130, 140 pages, quelque chose comme ça, mais c'est pas à mettre forcément dans toutes les mains. On va nous parler d'un apprenti horloger qui est censé eh bien, présenter son travail le lendemain. Il est censé avoir réalisé un automate, sauf qu'il n'a absolument pas du tout avancé sur son projet. Il est très inquiet parce que l'heure tourne et il va rencontrer un personnage de sinistre réputation qui va lui proposer un marché assez malhonnête hein, si vous voulez mon avis. La seule chose qui m'a intéressée dans cette lecture, c'est le fait qu'on a un conteur qui nous raconte une histoire et à un moment donné, eh bien, la fiction va rejoindre la réalité et c'était assez inattendu et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça aurait mérité à mon sens d'être creusé davantage. Tout est un peu trop survolé, mais c'est un peu le principe des nouvelles, c'est que voilà, on essaie de faire tenir un maximum de choses dans finalement peu de pages. Et tout était un peu trop concentré à mon goût, impossible pour moi de m'attacher aux personnages qui en soi sont pas très sympathiques. Et voilà, j'ai lu ce livre, mais je vais être honnête avec vous, je pense pas qu'il restera dans ma bibliothèque bien longtemps parce que je ne pense pas que je ressentirai un jour l'envie ni le besoin de le relire. Vu qu'on approchait de Noël, je me suis dit, allez, je vais sortir de ma bibliothèque l'un des rares récits abordant le thème de Noël. Ça faisait un moment maintenant que j'avais le Noël aux ors de Tom Fletcher dans ma bibliothèque, je me suis dit ça pourrait être le bon moment. C'est un récit pour les enfants qui est illustré, j'adore les illustrations qui parsèment ce livre. Il y en a vraiment beaucoup et c'est un régal pour les yeux. Quant à l'histoire, je l'ai trouvée mais mignonne comme tout. J'ai passé vraiment un très agréable moment de lecture en compagnie de ce livre. Je serais ravie de pouvoir le faire découvrir dans quelques années à mon fils le moment venu. Je pense qu'il se régalera tout autant que moi, si ce n'est plus. On a un petit garçon qui s'appelle William qui est handicapé, il ne peut pas marcher, il est dans un fauteuil roulant. Son père est assez extravagant parce qu'il est passionné par toute la période de Noël. Pour lui, devoir enlever ses décorations de Noël, ça s'apparente à un deuil limite, tellement il est à fond dans cette période-là de l'année.
Donc évidemment il essaie d'engrainer au maximum son fils, de continuer à lui faire croire au Père Noël, etc. William pour sa part, il aime bien Noël comme tous les enfants, mais ce qui le passionne vraiment c'est les dinosaures. Et il va demander au Père Noël cette année d'avoir un dinosaure comme cadeau de Noël. Je vous en dirai pas plus par rapport à l'histoire, mais j'ai bien aimé parce qu'elle aborde plein de thèmes un peu différents. On nous parle du harcèlement scolaire, on nous parle de l'handicap, on nous parle de l'entraide, de l'amitié. Plein de belles valeurs sont développées d'ailleurs dans ce récit. C'est super chouette à lire, c'est mignon comme tout encore une fois. Maintenant, ce qui m'a un peu chagrinée, c'est que j'ai trouvé que l'auteur poussait le trait à l'extrême. C'est-à-dire que, par exemple, on nous parle de harcèlement, mais c'en est tellement poussé que c'en est pas plausible. Et du coup, c'est un peu difficile de s'identifier. Je veux dire, la fille qui le harcèle à l'école lui jette des trucs dans la tronche toute la sainte journée et le propulse en dehors de son fauteuil roulant. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, ça perd trop en crédibilité. C'est un peu dommage. Mais sinon le reste c'est super chouette, le pays du Père Noël est juste tellement bien décrit qu'on s'y croit, on s'y voit et ouais ça a été un super moment de lecture pour moi. Je me suis ensuite plongée dans un récit un peu plus sérieux, j'ai lu Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, sorti aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Je suis heureuse d'avoir enfin sorti de ma pile à lire ce livre que j'ai en ma possession depuis quelques années. Je vous l'avais présenté dans une vidéo assez récente qui s'intitulait je crois ces livres que je n'arrive pas à lire pour telle et telle raison et du coup ça y est je l'ai lu et finalement je suis très contente de l'avoir fait. Ça n'a pas été un coup de cœur comme ça a pu l'être pour je ne sais combien de lecteurs et lectrices de par le monde, mais en tout cas ça a été une très bonne lecture. Il aborde une tragédie maritime méconnue. C'est celle du naufrage du navire Wilhelm Gustloff qui a été torpillé par des sous-marins russes alors qu'il quittait l'Allemagne pour faire un court trajet et qu'il avait à son bord plus de 10 000 réfugiés alors qu'il avait une capacité d'accueil que de 1000-1500 maximum passagers à l'origine. C'est un roman dans lequel on découvre plusieurs personnages à travers des points de vue alternés. Ce sont des personnages qui ont tous une nationalité différente. On suit une Polonaise, on suit une Allemande, on suit comme ça plusieurs personnages. Ils ont pour point commun d'avoir eu une vie assez compliquée et leur chemin va finir tous par se croiser, que ce soit sur le navire ou un petit peu avant. Moi en débutant ce livre, je savais que ça parlait d'une tragédie comme ça, maritime, mais je pensais qu'on allait être dans le bateau beaucoup plus tôt dans le récit et en fait non, les personnages embarquent dans le dernier tiers seulement, donc il se passe quand même pas mal de choses avant. On apprend à bien faire leur connaissance, à bien s'attacher à eux avant qu'il arrive certaines choses. Et ce que je reprocherais un petit peu, c'est que justement toute cette période sur le bateau et toute cette période où finalement le navire va couler passe trop vite à mon goût. J'aurais voulu ressentir encore plus d'émotions. Je sais que lorsque ça a eu lieu, je me suis sentie pleinement hypée et alors là j'étais tellement ferrée que impossible de lâcher mon livre avant la fin. J'ai dévoré le dernier tiers du récit, je me sentais mal, j'étais en stress total pour les personnages, je me disais qui va s'en sortir, qui va périr et j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Voilà, ce sentiment de frénésie comme ça qui m'a étreint. Mais finalement tout se déroule assez vite. Quant à la fin, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu expédiée aussi rapidement et c'est ce qui m'a, je pense, empêché d'avoir un coup de cœur parce que autrement j'ai passé un très bon moment. Allez, je prends le temps de parler avec vous de mon tout dernier roman. C'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart. Clarisse Sabart, c'est une auteure française qui a sorti quelques romans aux éditions Charleston. Moi c'est le tout premier roman d'elle que j'ai eu l'occasion de lire. Elle a écrit des romans notamment historiques, d'autres plus contemporains, mais je dois dire que j'ai moyennement apprécié sa romance sur Noël et que ça m'a pas forcément donné envie de lire ses autres livres et c'est dommage parce que peut-être que j'aurais pu être plus satisfaite par d'autres de ses récits, je ne sais pas. En tout cas j'en attendais beaucoup de cette histoire-là parce qu'il y a eu vraiment de nombreuses lectrices conquises et je m'attendais à faire partie du lot. Mais non, ça n'a pas été le cas du tout. Donc on va suivre Léna qui est un peu allergique à la période de Noël. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs, des souvenirs familiaux. Et là cette année, Léna a été invitée de même que son frère Tom à passer Noël en famille, donc dans la maison de sa mère.
Et bon gré mal gré, elle va accepter, mais lorsqu'ils vont arriver sur place, eh bien leur mère n'est pas là. Elle leur a laissé un message en leur disant qu'elle ne sera pas avec eux finalement pour Noël parce qu'elle a décidé d'aller réaliser ses rêves, mais elle leur souhaite de bonnes fêtes et de prendre quand même plein de plaisir aux préparatifs. Donc Lena est absolument horrifiée par cette nouvelle, elle en veut beaucoup à sa mère parce qu'elle a pris sur elle pour être présente et en fait sa mère les a plantés. Et donc on a des petits secrets de famille qui vont se tricoter un petit peu tout au long du récit. Alors pourquoi je n'ai pas apprécié ce livre en quelques mots, ça va être très rapide. Je m'attendais à lire un livre du style La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan que j'ai adoré. En fait je m'attendais à lire comme ça une comédie romantique un petit peu à l'américaine dans ce style-là. Et en fait, si vous voulez, j'ai un peu eu droit, au lieu de ça, au téléfilm de Noël avec les flonflons, etc. Sur M6 qu'on a chaque année. J'ai l'impression que l'auteur avait toute une liste de tout ce qu'il fallait qu'elle parle dans cette histoire et qu'à chaque fois, elle cochait dès que c'était fait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ce qui fait que j'ai eu l'impression de lire une foule d'énumérations et ça m'a pas vendu du rêve. Les pulls moches de Noël, check. Le lait de poule au miel, check. Les courses de dernière minute, check. L'achat du sapin, check. La musique de Noël dans le petit village, check. La soirée des vieux avec leur repas de fin d'année, check. Et voilà, et ça tout du long. J'en attendais davantage au niveau du secret de famille qu'on nous vend comme un truc genre qui a absolument traumatisé l'héroïne. Il y a un gros secret, on sait pas trop pourquoi personne ne veut lui en parler, elle a bloqué quelque chose dans sa mémoire et tout le monde attend qu'elle retrouve la mémoire par elle-même. Et quand on apprend le truc, j'étais là en mode ok, tout ça pour ça, bon bah voilà, ça c'est fait. Donc j'ai été déçue par cette lecture, voilà, il n'y a pas 36 000 façons de le dire, j'ai été déçue et ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite qui est sortie là tout récemment en grand format aux éditions de Charleston et ça m'a pas franchement réconciliée avec les livres sur Noël. Je m'attendais à quelque chose de plus cosy et en fait c'est vrai que vu qu'il y a tout ce problème psychologique qu'elle a en toile de fond, ben finalement c'est pas si cosy que ça. Et c'est avec cette lecture que se termine ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu du bon, il y a eu de l'excellent, il y a eu du moins bien, c'est vraiment le reflet de mes lectures au quotidien. On peut pas toujours avoir des super lectures comme on peut pas se taper que des déceptions en série ou alors c'est vraiment pas de bol. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!